tous, merci Bruno pour cette introduction. Donc l'idée est de vous présenter effectivement les missions d'intérêt pour le réanimateur, les missions du centre antipoison. Donc moi je travaille en tant qu'interniste à l'hôpital Bégin et je suis attaché au centre antipoison de Paris. Et donc c'est dans ce but-là que j'ai été invité. Alors les objectifs de cette formation, c'est de connaître l'organisation et les missions des centres antipoison en France, de connaître les modalités de recours aux centres antipoison et puis d'apprécier l'apport des centres antipoison. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la toxicologie clinique? C'est une spécialité qui s'intéresse à l'ensemble des effets des xénobiotiques sur l'organisme, et donc ça comprend les médicaments, les substances addictives et récréatives, les produits chimiques, parmi lesquels les produits domestiques, phytosanitaires, industriels, et les toxines naturelles, qu'elles viennent d'animaux, de bactéries, de plantes ou de champignons. Vous voyez d'emblée que c'est un domaine d'expertise extrêmement large. La particularité de la France, c'est qu'il n'y a pas de formation spécifique. Donc, c'est une activité qui est assurée en général par des médecins et des pharmaciens. Parmi les médecins, on retrouve des réanimateurs, des urgentistes et beaucoup de médecins du travail parce qu'ils sont spécifiquement formés aux risques environnementaux et professionnels. Et donc, ça fait toute la différence avec les pays anglo-saxons où il y a une spécialité de clinical toxicologiste, c'est-à-dire que les gens sont formés d'emblée dès la formation initiale à cette spécialité. Alors, première question, quand appeler le centre antipoison? Eh bien, la réponse est très simple, vous pouvez appeler tout le temps. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. La deuxième question qui vient, c'est souvent quoi attendre? Eh bien, en fait, beaucoup de choses. Donc, le corollaire de ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à appeler un centre antipoison. Le centre antipoison peut vous aider pour identifier le toxidrome, pour vous aider à établir le lien entre les symptômes que présente le patient et l'exposition, qu'elle soit supposée ou avérée, pour apprécier la gravité, pour avoir la composition d'un produit chimique, c'est souvent ce pourquoi on est connu. On peut également vous aider à vous aider dans la détermination du profil pharmacocinétique et dynamique d'un médicament, puisqu'on a accès à des bases de données beaucoup plus fouillées que celles à laquelle on a accès au sein des hôpitaux. On peut vous aider dans la prise en charge et la surveillance, dans l'intérêt des dosages toxicopharmacologiques, et puis évidemment dans la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit symptomatique ou des techniques de décontamination, d'épuration. Alors, l'organisation, en France, on dispose actuellement de 8 centres antipoison. Ils sont tous rattachés à des CHU et les missions sont définies par le Code de la santé publique. Le but principal, c'est bien sûr l'avis et le conseil toxicologique, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, mais il y a aussi la toxicovigilance, l'enseignement et la recherche clinique. Alors, vous voyez sur cette carte représenter les 8 centres antipoison, le centre antipoison de Paris avec sa zone d'intérêt. Petite particularité, c'est qu'on a également la responsabilité de la zone anti-Guyane. Ensuite, vous avez le centre antipoison de Lille, de Nancy, de Lyon, le centre antipoison de Marseille qui s'occupe également de la Corse et de la région océan Indien, Toulouse, Bordeaux et Angers. Alors, la première mission, c'est la réponse téléphonique à l'urgence. Ça, c'est une activité qui est réalisée en permanence et qui est armée par des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. C'est ouvert à tout le monde, à tout demandeur, que ce soit un professionnel de santé ou un public, et c'est ouvert pour tout produit ou toute substance. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous aider dans le diagnostic, le traitement ou le pronostic. Pour chaque demande, on va créer un dossier médical qui est enregistré dans le système d'information des centres antipoison, dossier qui va être complété tout au long du suivi. On va pouvoir apprécier au fur et à mesure la gravité clinique et puis surtout pouvoir déterminer l'imputabilité de l'exposition aux symptômes présentés par le patient. Donc, vous voyez qu'en France, actuellement, on est environ à 200 000 cas par an. Et parmi ces 200 000 cas, on estime qu'il y a environ 8% de cas graves. C'est ceux qui vous intéressent. Dans cette base de données qui est alimentée en permanence et qui est gérée maintenant par l'Agence du numérique en santé. Et adossé à cette base, on a la base nationale des cas d'intoxication. Hein. Chaque cas est intégré dans la base et c'est ce qui fait qu'on s'améliore au fur et à mesure. Et on a actuellement 3 millions de cas environ.
Les bases de données sont variables en fonction des centres antipoison. Il s'agit souvent d'accès, d'abonnements payants, hein, aux bases de données, abonnements qui sont relativement chers. Donc, chaque centre antipoison dispose de son centre, de sa base préférée, on va dire. À Paris, on dispose de Micromedex, c'est plutôt pour tout ce qui est médicaments. On a également Toxbase, qui est une base anglo-saxonne pour les autres produits, essentiellement les produits chimiques. Mais par exemple, on peut aussi disposer de Toxin, qui est une base de données gérée par l'Australie et qui est particulièrement intéressante pour les intoxinations, donc toxines naturelles. On a également quelques ouvrages de référence pour ceux que ça intéresse, le Goldfranc, qui est l'ouvrage de référence international. On a des ouvrages de référence pour les envenimations, pour les plantes toxiques, et on dispose également d'un accès aux médicaments vétérinaires, puisqu'en fait, les intoxications par médicaments vétérinaires sont relativement fréquentes. Et bien évidemment, on ne peut pas prétendre tout connaître, et donc on s'appuie sur un réseau d'experts. Il y a deux réseaux qui sont très efficaces actuellement. Un réseau phyto, avec des experts en plantes, et puis on a un réseau d'experts myco pour l'identification des champignons, qui reste parfois un domaine de haute expertise. Alors en pratique, eh bien, ça se passe comme ça. C'est ni plus ni moins que mon bureau en garde en pleine nuit. Donc vous avez sur la gauche le centre d'appel. Les appels sont gérés par un logiciel et ils sont triés en fonction de la gravité estimée. Donc tout ça pour dire que les hôpitaux sont prioritaires. Donc je profite de l'occasion pour vous dire d'appeler, non pas avec un téléphone portable quand vous êtes en garde, mais appelez avec un téléphone fixe ou un DSCT, enfin, en tout cas avec un téléphone de l'hôpital, vous passerez de façon prioritaire. Ensuite, sur l'écran du milieu, eh bien, c'est le logiciel métier qu'on va voir. Et à droite, on a les bases de données. Et puis très souvent, on a notre propre ordinateur avec nos propres documents. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de livres qui reposent sur le bureau. Alors, en pratique, voilà comment se passe le logiciel. Donc, vous avez ici représenté un cas qu'on rentre dans la base nationale des cas d'intoxication. Donc, tout d'abord, on rentre, comme dans tout dossier médical, les coordonnées du patient. Ensuite, les données médico-administratives, le poids et la taille, si on peut. Enfin, on essaye d'être le plus précis possible. Ensuite, on rédige une observation médicale, comme tout dossier médical. Et ensuite, on va rentrer spécifiquement ce qui se rapporte à l'exposition, en essayant d'être le plus précis sur la voie d'exposition, la quantité, le produit, l'heure, pour être le plus fin possible dans l'analyse. Alors, l'avantage, je vous en ai parlé, c'est que les bases sont interfacées. Donc, dès qu'on va rentrer un produit dans le logiciel, eh bien, on va avoir accès au service des agents et des compositions. Alors, c'est une organisation qui est en cours de modification, puisqu'il y a une harmonisation européenne. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retenir que, en général, les produits industriels sont déclarés par l'industriel lui-même. Et donc, il doit nous fournir la composition complète du produit. Et puis, en général, au fur et à mesure des cas d'exposition, on peut être amené à solliciter les industriels pour compléter les données si elles sont incomplètes ou inexistantes. Alors, prenons un exemple concret et volontiers caricatural pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc là, vous avez l'exemple d'un patient qui a ingéré ce produit, donc déboucheur liquide acheté chez Carrefour. Alors, à l'arrière du flacon, il y a tout ce qui est réglementaire. Donc, vous avez le pictogramme de risque. Donc là, vous pouvez d'emblée comprendre qu'il s'agit d'un produit corrosif. Et l'étiquette vous dit que c'est un produit à base d'hydroxyde de sodium. De façon assez simple, en allant sur Internet, vous pouvez retrouver des données un peu plus précises. C'est ce qu'on appelle la fiche de données de sécurité, qui elle aussi est réglementaire. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas que de l'hydroxyde de sodium, il y a aussi de l'eau, il y a aussi un peu d'ammoniac, il y a un alkyle qui doit servir de surfactant, et puis vous avez le CI 51319 qui est le pigment. Alors, comment ça se passe dans notre base de données? Donc, on rentre le produit en question. Donc, vous voyez qu'on retrouve exactement le même produit, Carrefour Expert déboucheur liquide extrême à la soude. Si jamais on n'est pas à fin avec le produit en question, on a tout de suite la hiérarchie du produit qui nous permet de savoir à quoi nous avons affaire. Donc là, en l'occurrence, un déboucheur pour canalisation liquide alcalin. Donc là, ça paraît évident, mais parfois, si c'est un produit avec lequel on a moins l'habitude, le fait d'avoir l'usage permet souvent de déterminer a priori la composition du produit.
Et ensuite, on accède donc à la composition. Donc, vous voyez qu'on retrouve les produits qu'on avait sur la fiche de données de sécurité, l'eau, l'hydroxyde de sodium, l'ammoniac, le pigment et puis l'alkyle glycoside. Mais vous voyez aussi qu'il y aura 4 autres éléments que j'ai effacés pour respecter le secret industriel. Mais c'était pour vous illustrer le fait qu'au centre antipoison, on a accès aux données complètes des produits. Donc, ce pourquoi il ne faut pas hésiter à nous appeler, parce qu'on pourra être un petit peu plus fin. Alors, on ne va pas pouvoir vous donner la composition par respect pour le secret industriel. Néanmoins, on sera peut-être plus précis sur la prise en charge du patient. Ensuite, on va déterminer les effets observés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir incrémenter au fur et à mesure du suivi. Alors là, par exemple, si le patient vient d'ingérer, généralement, il n'y a pas d'effet immédiat, mais c'est des effets qu'on va pouvoir observer dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Ensuite, on va rentrer les éléments de prise en charge. Donc, le traitement que l'on préconise, le lieu de prise en charge, les examens. Et ensuite, on va déterminer le suivi, donc quand et comment il va falloir suivre le patient. Donc, si jamais on estime que c'est un dossier simple, suivi en ambulatoire, on va pouvoir suivre les patients par SMS. Si c'est des dossiers plus compliqués, on va téléphoner. Et si les patients sont hospitalisés, on récupérera le compte-rendu d'hospitalisation. Autre ressource très intéressante pour vous, c'est la base d'identification des formes orales solides médicamenteuses. Donc, c'est une base unique qui a été créée dans les années 70 et qui est gérée par le Centre antipoison de Nancy. Donc, gros avantage, c'est que c'est non seulement une base informatisée, mais c'est surtout qu'elle est adossée à une pharmacothèque physique. Donc, l'intégralité des spécimens physiques sont conservés. On dispose donc de la description sous 3 occurrences de toutes les formes orales solides qui sont disponibles en France. Et donc, vous voyez que désormais, on a plus de 13 000 comprimés et environ 4 000 gélules. Et donc, avec cette description très précise, on peut être en mesure de vous dire quel médicament a pu ingérer le patient ou quel médicament on a retrouvé sur les lieux de l'intoxication. Le seul inconvénient de cette base, mais qui est en fait inhérent à sa conception, c'est qu'il n'y a que les formes qui ont l'AMM en France qui sont référencées dans cette base de données. Donc, si jamais il s'agit d'un médicament disponible à l'étranger, on ne le retrouvera pas. Donc, pour avoir accès à ces données-là, en fait, il faut simplement contacter votre centre antipoison de rattachement et nous, on se mettra en lien avec le centre antipoison de Nancy. Autre ressource intéressante, c'est le slogan, le site de localisation de gestion des antidotes. Localiser en direct environ 18 antidotes et ça va pouvoir permettre donc, soit d'orienter le patient directement vers la structure où l'antidote est disponible, ou chose qui est en général plutôt faite, c'est d'organiser le transfert de l'antidote vers la structure où est actuellement le patient. Donc, c'est un logiciel qui est alimenté par les pharmaciens hospitaliers. Donc, ça reste soumis quand même au bon vouloir, enfin, à la bonne participation des pharmaciens. Donc, il y a certaines régions où c'est très bien enregistré, d'autres un peu moins. Quoi qu'il en soit, on n'hésite pas à avoir recours à ce système-là. Autre ressource très intéressante, c'est la banque des sérums antivenimeux. Donc ça, c'est un dispositif qui permet la prise en charge pour les envenimations par serpents exotiques. Et donc, c'est une association auquel adhèrent les centres et laboratoires de recherche publics ou privés, les parcs zoologiques et les éleveurs privés. Et donc, le but de cette banque, c'est de pouvoir administrer aux patients envenimés la sérothérapie adaptée dans les 6 heures, où qu'ils soient sur le territoire. Donc, on dispose pour cela de 4 stocks qui sont répartis sur le territoire. À Paris, le stock est à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, donc là où j'exerce. Et ensuite, il y a un stock à Angers, à Lyon et à Marseille. Et donc, pour acheminer le sérum antivenimeux, on utilise des moyens de transport d'urgence déjà existants. En général, on passe par le centre 15. On peut utiliser, je sais qu'il y avait eu une envenimation à Nancy, on avait utilisé un acheminement depuis l'hôpital Bégin jusqu'à Nancy par hélicoptère pour que le patient puisse avoir le sérum dans les temps. Autre activité des centres antipoison, je vous en dis qu'un mot, c'est la toxicovigilance. Donc ça, c'est un dispositif national qui est coordonné par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et le but est de pouvoir surveiller en continu les effets toxiques, quelle que soit la substance, qu'elle soit naturelle ou de synthèse.
Et donc, c'est une activité de vigilance qui est à côté des autres activités que vous connaissez sans doute, la pharmacovigilance qui est gérée par l'ANSM, et aussi la dictovigilance, la cosmétovigilance qui reste à l'ANSM pour le moment, mais qui devrait passer côté ANSES, et qui permet de, voilà, de pouvoir décrire des nouvelles présentations cliniques, des nouvelles intoxications. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, de la dermite flagellée qu'on observe avec l'ingestion de shiitake cru, qui contiennent une toxine thermolabile. Voilà, donc c'est au fur et à mesure des intoxications qu'on arrive à pouvoir améliorer la prise en charge. Cette activité, donc, elle est coordonnée par l'ANSES et donc sont représentés les centres antipoison, mais aussi les autres agences que vous connaissez, la NSM, Santé publique France et la DGS. Et donc, c'est organisé autour de 4 groupes de vigilance. 4 groupes de travail, pardon. Donc, il y a le groupe Vigilance des produits chimiques, auquel j'appartiens, et le groupe Toxicovigilance des produits réglementés, Vigilance des toxines naturelles, et puis il y a un quatrième groupe, méthode d'utilisation des données des centres antipoison. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de données qui sont générées, et donc il y a un groupe qui travaille spécifiquement à la bonne gestion et la bonne utilisation de ces données. Donc pour conclure, je voulais conclure simplement avec cette image sous la forme de 2 salles, 2 ambiances. Donc vous voyez qu'en réanimation, ben, on est souvent accaparé même physiquement, et d'autant plus à la prise en charge initiale au moment où il faut équiper le patient. Alors qu'au centre antipoison, on est peut-être dans un environnement plus calme, même s'il y a parfois des gros pics d'activité. Mais en tout cas, au moment où vous nous appelez, nous, on va se focaliser strictement sur la question qui est posée. Donc, si c'est un cas d'intoxication par un médicament, on va tout de suite réfléchir en termes de pharmacocinétique, dynamique, pour pouvoir vous apporter une réponse. Et enfin, la question, la fameuse, est-ce que de recourir à un centre antipoison permet d'améliorer la prise en charge? Je vais vous décevoir en vous disant qu'il n'y a aucune activité, aucune étude pardon, de qualité suffisante qui n'a permis de conclure. Néanmoins, on sait qu'il y a un impact sur la morbimortalité par le guidage précoce des cliniciens en termes de choix et d'administration d'antidotes, des méthodes d'épuration, d'orientation vers la structure la plus adaptée. Et on sait qu'on diminue en préhospitalier le nombre de passages aux urgences, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'examens complémentaires. Et en général, à l'hôpital, on permet de diminuer la durée de séjour. En tout cas, retenez-vous qu'on peut vous aider à l'identification du toxique suspecté du fait d'une certaine maîtrise des connaissances toxicologiques, de la possibilité d'identifier les médicaments commercialisés en France et de pouvoir aussi vous aider à l'identification d'une substance toxique via le réseau d'analystes. Donc là, on pourra vous dire quelle matrice prélever, comment la conserver et où l'adresser. Voilà, je termine pour vous rappeler les 830 antipoisons. On devrait se diriger vers un numéro unique dans les années à venir, ce qui permettra de simplifier l'appel. Et enfin, je vais peut-être, en passant par Bruno ou Dominique, vous transmettre, pour ceux que ça intéresse, cet article qui porte spécifiquement sur ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Donc, c'est l'organisation des centres antipoison et comment l'activité est organisée pour pouvoir vous aider dans la prise en charge des patients. Voilà, je vous remercie et je suis bien sûr disponible pour les questions.